Allez, oubliez tout ce qu'on pense savoir sur la réalité. Pour de vrai, inspiré par les travaux du physicien Max Tegmark, on va se poser la question, la plus fondamentale qui soit. Et attention, la réponse, elle risque de tout chamboler. Prêt pour le voyage? C'est parti. Cette citation de Richard Feynman, elle est juste parfaite pour commencer. Elle nous montre un truc incroyable sur la science. Sa capacité à nous révéler une réalité, bien plus étrange que ce que nos yeux nous disent. Parce que, au fond, ce qu'on perçoit, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Une seconde plus tard, j'étais mort. Ces mots, ils sont de Max Tegmark, le physicien. Ils décrivent un instant, une fraction de seconde, où tout a basculé pour lui. Et cet événement, aussi tragique soit-il, ça va être le point de départ d'une remise en question, mais totale, de ce qu'on appelle la réalité. Alors, section 1, une fissure dans la réalité, quand un camion de 40 tonnes défie votre monde. Essayons d'imaginer la scène. Tegmark est jeune, il est à vélo, il sort d'un tunnel, un petit moment d'inattention, et là, les phares, une barrière d'acier, 40 tonnes qui foncent droit sur lui, le temps qui semble se figer, sa toute dernière pensée, pourvu que ce soit juste un cauchemar. Mais comment en être sûr? C'est cet instant de terreur absolue qui va tout déclencher. Et c'est là, vraiment, que tout bascule. D'un côté, il y a notre intuition. Elle nous crie qu'un camion, c'est solide, c'est tangible, non? Mais de l'autre, il y a la physique. Et ce qu'elle nous dit, c'est vertigineux. Ce camion, il est fait à 99,999999999% de vide. Oui, de vide. C'est juste maintenu par des forces électriques puissantes. Voilà, c'est ça, la première fissure dans notre vision de la réalité. Section 2, le fantôme quantique. Ou comment un seul atome pourrait créer deux mondes. Bon, on a vu le camion, l'infiniment grand, si on veut. Maintenant, on va plonger dans l'infiniment petit. Direction l'intérieur du cerveau de Tegmark, juste quelques secondes avant l'impact. C'est là que le mystère devient encore plus dingue. Alors, regardons ça de plus près. La décision fatale de Tegmark, celle de ne pas regarder à droite, elle a dépendu d'un truc minuscule. Étape 1. Un seul, unique atome de calcium entre dans une synapse bien précise de son cerveau. Étape 2. À cause de ça, un neurone spécifique s'active, il envoie un signal électrique. Et étape 3. L'action. Le cerveau décode le message « pas de souci » et hop, le cycliste ne regarde pas. Tout ça à cause d'un seul atome. Un seul. Mais alors, et si cet atome, il n'avait pas vraiment fait de choix? Voilà la question qui tue. Mais que se passerait-il si cet atome était à deux endroits à la fois? Et là, bienvenue dans le monde complètement contre-intuitif de la mécanique quantique. Il y a un principe, la superposition, qui dit qu'une particule peut être, en quelque sorte, dans plusieurs états en même temps, tant qu'on ne la mesure pas. Alors imaginez, si notre atome de calcium était à la fois entré et pas entré dans la synapse. Eh bien, ça nous amène à une idée qui paraît complètement folle, l'interprétation des mondes multiples. Selon cette théorie, l'univers n'a pas tranché, non, il s'est divisé en deux. D'un côté, on a l'univers A, l'atome bouge, le cycliste regarde et il survit. De l'autre, l'univers B, l'atome ne bouge pas, le cycliste ne regarde pas et il meurt. Et le plus fou, c'est que ces deux mondes seraient aussi réels l'un que l'autre. Tegmark serait donc à la fois mort et vivant. Section 3, un écho infini. Trouver ses copies dans le cosmos. Bon, si l'idée des univers parallèles quantiques semble déjà un peu perchée, attendez de voir ce qui se passe quand on change totalement d'échelle. On laisse tomber l'infiniment petit pour s'envoler vers l'immensité du cosmos. Allez, on commence le voyage, ici, chez nous, notre planète, la Terre. Un point bleu, familier, qui flotte dans le grand silence de l'espace. Mais on ne va pas s'arrêter là. On dézoome. Notre système solaire, ce n'est qu'un grain de sable dans notre galaxie. La Voie lactée, qui elle-même n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. Continuons. On pousse jusqu'à la limite de ce qu'on peut voir. C'est notre univers observable, une bulle gigantesque. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est tout ce qui existe? Y a-t-il quelque chose au-delà? La théorie de l'inflation cosmologique, qui est notre meilleure explication pour les tout premiers instants de l'univers, elle suggère une réponse juste stupéfiante. L'espace ne serait pas seulement vaste, il serait véritablement infini. Il se serait étendu tellement vite, tellement loin, qu'il continuerait pour toujours, bien au-delà de ce qu'on pourra jamais voir. Et la conséquence de ça, elle est juste vertigineuse. Réfléchissez-y 2 secondes. Dans un espace qui est infini, il n'y a qu'un nombre fini de façons d'arranger les particules. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que forcément, à un moment, l'univers doit commencer à se répéter. Quelque part, très très loin au-delà de notre horizon, il y aurait des copies infinies de notre planète. Et donc, des copies infinies de chacun d'entre nous qui vivent toutes les vies possibles et imaginables. Et oui, ça veut aussi dire qu'il y aurait une infinité de Max Tegmark qui, eux,
ont survécu à l'accident. On en est à la section 4, le code de la création, l'indice qui relie le micro et le macro. Alors récapitulons, on a deux chemins complètement différents qui nous mènent à l'idée d'univers parallèle. L'un vient de la mécanique quantique, l'infiniment petit, l'autre de la cosmologie, l'infiniment grand. Mais qu'est-ce que ces deux mondes peuvent bien avoir en commun? C'est quoi leur langage secret? Eh bien, ce langage commun, ce sont les mathématiques. C'est un truc qu'on découvre depuis des siècles. La physique a toujours utilisé les maths comme une fenêtre pour observer la réalité. On dirait que la nature parle cette langue. Des orbites des planètes jusqu'aux plus petites particules, tout, absolument tout, semble obéir à des lois mathématiques. Et avec une précision, une élégance, c'est fou. Galilée le disait déjà il y a 400 ans, le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Et cette connexion, ce qu'un autre physicien, Eugene Wigner, a appelé l'efficacité déraisonnable des mathématiques, c'est vraiment l'un des plus grands mystères de la science. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le monde physique, le monde réel, est à ce point mathématique? Et c'est cette question fondamentale qui nous amène à notre dernière étape, la 5e section, la réalité ultime. Au-delà de la description, vers l'être. On arrive à l'hypothèse la plus audacieuse de Tegmark. Accrochez-vous bien. En fait, cette question, quelle est la réalité? L'humanité se la pose depuis la nuit des temps. Pour les Grecs anciens, c'était des atomes en mouvement. Pour d'autres, c'est une construction sociale. Pour des philosophes, un rêve, une illusion. Plus récemment, on parle d'information ou même d'une simulation à la matrice. Bref, chaque époque a sa réponse. Mais la physique moderne, elle, nous emmène encore ailleurs. C'est l'hypothèse de l'univers mathématique. Et si la réponse, elle était là, sous nos yeux, depuis le début? L'idée, c'est que notre monde physique n'est pas seulement décrit par les mathématiques, il est une structure mathématique. Non, non, ce n'est pas une métaphore. C'est à prendre au sens littéral. L'espace, le temps, les particules, tout ça, ce ne serait que des propriétés d'une seule et immense structure mathématique. L'implication de cette idée, elle est à peine imaginable. Ça veut dire qu'on ne vit pas seulement dans une structure mathématique, on est les parties conscientes de cette structure. Notre conscience, nos émotions, nos pensées, tout ça, ce seraient des motifs, des patterns particulièrement complexes au sein de cette structure. Des motifs qui, à un moment, sont devenus conscients d'eux-mêmes. En un sens, on serait l'univers en train de prendre conscience de sa propre nature mathématique. Alors, si on est des motifs conscients dans un grand objet mathématique, qu'est-ce qui est possible d'autre? On est parti d'un simple accident de vélo et on arrive ici, face à l'idée que la réalité elle-même est peut-être fondamentalement un objet mathématique. Bien sûr, cette théorie ne résout pas tout, loin de là, mais elle ouvre une perspective fascinante. Elle nous invite à nous émerveiller, non plus juste devant la création, mais peut-être devant son code source. Alors, au final, qu'est-ce que le réel? C'est peut-être une équation d'une beauté qu'on commence à peine à déchiffrer.